Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige Fauve Paris, une maison de vente aux enchères. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, bonsoir Florent, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes mardi 12 avril et ce soir nous avons deux invités. Mathieu qui est donc curateur et Cyril qui est photographe et qui vont nous parler de la collection de photographies de NFT Invincible Summer. On va parler de tout ça longuement, mais pour l'instant je vais te laisser la parole Benjamin pour revenir sur l'actualité de la semaine. Oui, pour vous parler d'une œuvre qui m'a beaucoup marqué. Comme tout le monde, j'étais à Lisbonne la semaine dernière pour le grand salon NFT qui s'appelle la Non-Fungible Conference, qui était vraiment le grand raout européen où tous les acteurs du NFT étaient là. Et j'ai été profondément marqué par une œuvre collective. Donc, c'est un collectif d'artistes qui a réalisé pour moi donc, une œuvre digitale, mais qui représente vraiment le crypto art dans son essence et dans sa magnificence, tellement elle était belle cette œuvre. Et en plus, c'est une œuvre à tiroir, moi qui aime bien les concepts, les références artistiques, etc. Alors là, on était servi. Alors, l'œuvre digitale s'appelle Mariupol et fait évidemment référence à la ville ukrainienne qui est bombardée non-stop là, par les Russes depuis quelque temps. Et c'est vraiment un drame terrible. Et cette œuvre, d'ailleurs, elle est vendue au profit des enfants en Ukraine. Donc 100% des bénéfices iront pour cette association. Et alors, l'idée de l'œuvre Mariupol, c'est de faire référence à Guernica de Picasso. Et c'est chouette, la référence est intéressante parce que Picasso a rendu hommage à cette ville bombardée par les Allemands en 1937 qui s'appelle Guernica et qui a donné lieu à ce tableau absolument incroyable de Picasso. Et là, ici, les artistes crypto-art ont voulu d'abord respecter la structure du tableau de Picasso. Donc, on retrouve le fameux grand taureau qui est dans le centre, on retrouve la femme qui pleure avec son enfant dans les bras, on retrouve les corps décharnés qui sont sur le sol, on retrouve cette structure qui est vraiment intéressante. L'œuvre est en noir et blanc, toujours pour faire référence à nouveau à Guernica. Mais là, ce sont des crypto-artistes. Alors, j'en connais certains d'ailleurs. Je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine qui ont travaillé à ça. Et alors, comme ce sont des crypto-artistes, tout est actualisé selon les codes NFT. Donc, il y a des allusions à des images de type collectible, il y a des allusions à l'art pixelisé, il y a des personnages type humanoïde, etc. On est vraiment dans le monde contemporain, mais on est dans l'esprit de Guernica, en fait. Et alors, toutes ces œuvres digitales, donc c'est une succession d'images digitales qui ont été mintées sur une plateforme qui s'appelle Async Art, Async comme asynchrone, et j'en ai parlé dans ce podcast déjà de Async Art. J'en avais parlé pour la musique, mais là, ça marche aussi pour les œuvres digitales, pour les œuvres visuelles. Et là, il s'agit de faire des calques successifs. Donc, en fait, les artistes ont tous travaillé à des calques différents pour, au final, quand on assemble tous les calques, ça donne l'image finale qui est cette image Mariupol. Et comme les calques sont tous différents, on peut les assembler à sa guise et on peut créer soi-même sa propre œuvre qui fait référence à Guernica. Et évidemment, tous les calques sont en NFT. Et alors, on peut acheter les calques successifs. Je crois que le calque est à 2 éthers. L'œuvre totale est autour de 25 éthers, je crois. Mais donc, c'est aussi, il y a, vous voyez, une performance en termes de dématérialisation de l'œuvre, découpage de l'œuvre. Donc, on peut aussi jouer en fait avec cette œuvre. En plus, ce qui est bien, quand je l'ai vu à Lisbonne, dans cette Non-Fungible conférence, l'œuvre était présentée sur 10 écrans plats qui étaient assemblés sur le mur un peu en quinconce, comme ça. Donc, il y avait un effet visuel qui était vraiment fort, qui était vraiment intéressant. Et franchement, je trouve que pour moi, cette œuvre est emblématique de ce que les crypto-artistes peuvent faire de mieux et de plus puissant. Des références à l'actualité, associer une association aussi, travailler en collectif, proposer des layers différents en NFT. Tout ça est très fort.
Et pour moi, c'est une œuvre vraiment muséale. Et j'espère qu'un jour, elle sera au MoMA, carrément à New York. J'espère en tout cas. Et clairement, elle fera date dans l'histoire du crypto art et des NFT. Je vous invite à aller voir ça. L'œuvre Mariupol, on la trouve partout sur Twitter, etc. Voilà. Merci beaucoup Benjamin, effectivement c'était assez incroyable comme œuvre. C'est une prouesse d'avoir réussi à organiser ça, hein. C'est John qui nous racontait que le curateur lui avait dit bon, il faut 6 mois pour organiser une œuvre avec autant d'artistes et ils l'ont fait en 3 semaines je crois. Donc c'était vraiment assez incroyable. Florent, je crois qu'il nous fera le mot crypto de la semaine, qui est notre nouvelle rubrique plutôt à la fin de l'épisode cette semaine. Donc, on va passer tout de suite à nos invités. Eh bien, bonsoir Mathieu. Donc, Mathieu Vodquet, curateur, et Cyril de Vignemont. C'est ça, un Vignemont. J'écris très mal, j'ai pris des notes. Euh... Bonsoir Cyril. Bonsoir. Hello. Bienvenue à tous les deux. Alors, Invincible Summer, c'est une collection donc de photographies NFT qui rassemble une dizaine d'artistes, une dizaine de photographes. Donc, on a la chance d'avoir Cyril avec nous ce soir. Et donc le curateur de cette exposition qui va nous raconter la jeunesse du projet et puis sa mise en œuvre. Avant de parler de tout ça, j'aimerais bien que vous vous présentiez rapidement l'un et l'autre. Peut-être on peut commencer par Cyril qui a son micro ouvert. Si tu veux te présenter très rapidement, nous dire qui tu es, où tu vis et voilà ce que tu fais très rapidement. Je suis un artiste contemporain, photographe, réalisateur. Je vis à Paris et j'essaye de m'exprimer à travers des images, des séries de photographies qui sont souvent comme des sortes de narrations sensorielles. Je suis très obsédé par la lumière et par le passage de l'abstraction au concret, y compris au sein de la photographie, et par le fait de jouer sur des notions d'échelle, mais en cherchant d'abord et avant tout à chaque fois quelque chose qui est un peu ténu dans l'émotion. Une belle présentation, c'est un sacré teaser. Mathieu, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Ouais. Moi, je m'appelle donc Mathieu. J'habite en Suède, à Stockholm, depuis quelques années. Et donc, je suis le fondateur de Somewhere, qui est à la base un compte Instagram que j'ai commencé il y a 7-8 ans, justement quand je passais un été à Stockholm pour des vacances. Et c'était au tout début d'Instagram, où le monde n'avait pas encore pris l'ampleur du futur phénomène. Et voilà, j'ai commencé un peu à poster un peu des photos comme ça, dans Ouais, une sorte d'univers tu justement. vas nous raconter tout ça hein, Ah, tranquillement, mais là je voulais juste qu'on puisse te situer. Voilà, si tu peux nous dire en 2 mots aujourd'hui ce que tu fais, et puis on va revenir sur tout ton parcours tranquille. d'accord, autant pour moi. Ouais, donc du coup, voilà, je suis le fondateur et curateur de Somewhere, et donc du coup, c'est un digital media slash une plateforme de curation, et on fait différents projets, des projets NFT, des livres et des collaborations avec des marques. Voilà, c'est un peu le spectre d'activité. Super. Et donc c'est Somewhere qui est à l'origine de cette collection de photographies dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Super. Et bien justement, on va revenir un peu sur ton parcours. On va commencer par Mathieu qui est donc le curateur. Et puis Cyril, tu te feras un petit peu le porte-parole de tous les photographes si c'est possible. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens et de comment est né Somewhere ? Alors, en gros, j'ai un background dans la pub, pas mal, où en fait j'ai pas mal bossé en tant que DA et voilà, différents trucs, de la DA, de la réalisation, etc. Il y a, on va dire, 10-12 ans. Et à ce moment-là, j'ai lancé un premier site ou un premier blog, à l'époque des blogs, qui s'appelait Music Video of the Day, qui était axé sur les clips vidéo et qui, pendant quelques années, a été très réputé dans ce petit microcosme ou cette petite niche des clips vidéo. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et après, en parallèle donc, du coup, de cette activité dans la pub, où je bossais pas mal avec des marques de luxe, etc., ou des agences de luxe, du type Mazarine, etc., j'ai commencé à lancer Somewhere de façon très spontanée, euh, vraiment au tout début d'Instagram. Et il y avait déjà cette notion de lumière, de nature, enfin voilà, en fait, si on regarde la collection NFT, je pense que c'est exactement un peu l'ADN du départ de Somewhere. Donc Et Somewhere, c'était quoi? C'était un compte Instagram? alors, Somewhere, très pragmatiquement, c'était un compte Instagram que j'ai commencé en 2014 voilà, c'était un compte de curation de photographie.
Donc c'était pas tes photos. En fait, Non, tu non, c'était pas mes choisissais un peu photos. des photos que tu voyais où, que tu sélectionnais où. Est-ce que tu connaissais les photographes? Comment ça se passait? Alors, c'était des photos que je trouvais soit par Instagram ou soit des photographes que je connaissais déjà ou dont j'admirais déjà le travail. Dont Cyril, par exemple, on se connaît depuis un certain nombre d'années maintenant. Et voilà, donc vraiment, c'est un travail de curation dans une sorte en essayant de définir un certain style ou univers visuel qui est plus ou moins le même qu'on a dans la collection. Mais c'était pas mal, Cyril, il y a 8 ans, comme tu dis, au tout début d'Instagram, je me souviens moi aussi avoir ouvert timidement un compte il y a 8 ans et je ne savais pas quoi mettre dedans d'ailleurs. Donc tu étais très avant-gardiste parce que en fait, tu faisais déjà un compte avec une thématique, un fil rouge, un univers en fait. Et tu devais être vraiment parmi les tout premiers. Donc c'était déjà conscient ça à l'époque que tu voulais faire quelque chose de construit sur Insta. Alors, en fait, ça faisait, voilà, ça faisait déjà, quand j'ai lancé ça, ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais fait des blogs, des trucs un peu comme Fubbies, si vous connaissez. Moi, j'avais fait un peu des sites comme ça, sur des clips vidéo, sur des Tumblr, etc. Donc, en fait, quand j'ai commencé Somewhere, j'avais vraiment, ouais, comme tu dis, cette ligne directrice et cette idée globale de curation autour, on va dire, de la nature, la lumière, un peu la use culture et voilà, un peu ce spectre de visuel. Et c'est à ce moment-là donc que tu rencontres Cyril? Cyril, donc tu figurais sur, entre autres, sur le compte Somewhere et tu faisais quoi, toi, à cette époque-là? Moi, à ce moment-là, j'étais déjà photographe. Au départ, j'ai commencé photographiant les choses qui me touchaient. Enfin, j'avais pas forcément envie de devenir un artiste contemporain. Je suis juste comme ça parti voyager avec un appareil de photo argentique et puis je faisais des photos sans même me servir de l'appareil. Donc évidemment, quand j'ai fini par les développer, ça a été souvent assez décevant, mais il y avait de temps en temps sur quelques images des choses qui me touchaient et qui ressemblaient exactement à l'émotion que j'avais pu ressentir à l'instant où j'avais pris le cliché. Et donc j'avais déjà commencé à exposer. Je pense qu'au moment où Mathieu commence Somewhere, oui, moi j'ai déjà un peu déjà exposé à Art Basel, au Palais de Tokyo. Enfin, il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées de mon côté au niveau de la photographie. Je réalisais aussi des sortes de courts-métrages slash music videos dont Mathieu avait pu parler dans MVOD. Et je pense que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on commence à se connaître. Et effectivement, il y avait un univers commun, il y avait une sorte d'intersection entre ce que semblaient être les goûts de Mathieu, que j'avais croisé, enfin on s'était croisé une ou deux fois à Paris avant qu'il ne parte pour Stockholm. Et puis on s'est parlé une fois de temps en temps, mais extrêmement de façon comme ça en pointillé. Et puis il y a 2-3 ans, on a commencé à se parler un peu plus et Mathieu m'a parlé de son projet de créer une collection de photos, à la fois sous la forme d'un livre, puis d'une collection NFT, une collection de photos autour de la thématique de l'été, qui est quelque chose qui peut nous rassembler un peu tous. Et là, dans son idée, il y avait l'idée de prendre 14 des meilleurs photographes, enfin, des photographes en tout cas qui l'inspiraient le plus, et de leur demander à chacun d'exposer une vision de l'été. Ok, donc en fait, tu es en train de nous dire que c'est un projet qui remonte à 2-3 ans déjà. C'est un projet pré-confinement. Oui, c'est un projet qu'on a réfléchi avant le confinement, exactement. Ok, est-ce que Mathieu, tu veux nous raconter pourquoi en fait tu avais cette thématique de l'été, comment c'est apparu, voilà, la genèse en fait. Alors, je pense que ça, c'est vraiment lié en fait à mon départ et ma vie en Suède. Ah, parce que Parce que t'as pas toujours vécu en Suède, alors j'ai pas raconte-nous toujours tout vécu en ça. Suède. Alors pour la faire très rapidement, j'ai grandi à Strasbourg et après je suis venu à Paris quand j'avais 20 ans et après j'ai un peu bougé entre Berlin et puis la Suède. Et en fait, quand je suis arrivé en Suède, du coup, je me suis un peu rendu compte de Pourquoi t'es le côté parti? éphémère. Pourquoi t'es parti en Suède? Ah, je suis parti en Suède parce que pour le travail et puis parce qu'il y avait un truc là-bas qui me plaisait au niveau de la nature, et cetera, de la lumière et un peu un environnement. C'est une ville plus petite, mais c'est quand même une capitale. Donc voilà, il y avait un truc de rythme qui me plaisait plus que la folie parisienne, on va dire. Ok, donc là t'as un déclic à Stockholm, j'imagine. Alors, en tout cas, par rapport à la thématique de l'été, c'est vraiment un truc qui s'est
qui est venu tout seul. Et je pense que c'est vraiment lié au fait qu'en Suède, mine de rien, il fait pendant 4 mois, pendant 8 mois de l'année, il fait quand même plutôt gris, plutôt froid, plutôt sombre. Et vraiment, en fait, on a l'impression que la vie et la ville, en l'occurrence, se réveille quand c'est l'été. Les gens, ils sont plus dehors, ils sont plus heureux, enfin, voilà, tout ça. Et c'est un truc auquel je ne pensais pas quand j'habitais en France. Voilà, voilà. Et donc, du coup, il y a un peu ce truc de l'été, où l'été est quelque chose de plus important, de plus peut-être sacré en Suède, qui voilà, m'a inspiré en fait de faire cette collection et ce livre aussi autour de la thématique de l'été. Donc, c'est vraiment un truc qui s'est imposé tout seul. Sinon, ouais, mais par rapport à Mathieu, par rapport à Instagram, est-ce que tu avais régulièrement, est-ce que tu postais régulièrement, est-ce que tu avais conscience que il fallait construire ton audience? Est-ce que tu cherchais de l'audience d'abord? Est-ce que il y avait une orientation, je dirais, est-ce que tu voulais construire une communauté autour de Somewhere? Est-ce qu'il y avait déjà conscience de ça? Alors, je pense qu'en fait, comme j'avais déjà fait avant des autres pages Facebook, etc., je pense qu'en fait, très rapidement, il y a un peu ce jeu de le plus de visibilité, le mieux c'est. Et en fait, quand j'ai commencé la page Somewhere Magazine, ça s'appelait Somewhere Magazine à la base, je pense que ça a pris très rapidement. Et en fait, le like, de grossir un compte, etc., ça devient assez grisant, en fait, et ça devient un peu une sorte de challenge. Donc, de façon inconsciente, oui. Je pense que très rapidement, je me suis dit, bon, ok, c'est cool, j'ai ce concept, j'ai cette idée, j'ai cet univers visuel, et autant essayer de faire grossir ça au plus vite, et au plus fort. Oui, parce qu'on est plein d'artistes sur Instagram à ressentir exactement ce que tu ressens. C'est-à-dire que, enfin, moi, un artiste, pour moi, il aime communiquer quelque chose à un public. Il faut que le public renvoie quelque chose, en fait, du travail. Donc, évidemment, dès qu'il y a des likes et des commentaires, surtout, ça booste, quoi. On est motivé. Donc, j'imagine qu'il y avait quelque chose autour de ça sur Somewhere. Donc, il y avait combien d'abonnés? Tu es monté à. Je suis pas allé voir encore, mais tu as des millions d'abonnés alors. Alors, je crois que vraiment, plus, ça a pris le temps. Parce que je crois qu'en fait, vraiment, j'ai commencé du coup de zéro, et je crois que la première année, j'avais 10 000 followers, ce qui est déjà pas mal, je pense. Et voilà, et donc là, du coup, en 5, 6, 7 ans, c'est passé de 10 000 à 1 million. Ouais, on est à Euh, 1,1 million là aujourd'hui, je vois. voilà. Et donc c'est vrai que du coup, là, comme tout le monde, un peu par rapport à NFT et tout, et un peu plus sur Twitter, où du coup, Twitter, je pense que pour beaucoup de gens, c'est plus laborieux. Et donc, du coup, quand j'ai, par exemple, sur Somewhere, on va dire 3000 likes sur une photo, je trouve ça un peu nul. Là où quand j'ai 30 likes sur Twitter, c'est plutôt cool. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, je pense qu'il y a ouais, ce truc un peu de naturel, hein, chez tout le monde, à vouloir plus de visibilité, je pense, tout simplement. Ouais, Et on donc, sort un peu de l'art, pardon Léo, mais c'est vrai qu'on sort un petit peu de l'art, mais on en parle aussi à nos artistes qui nous écoutent, quoi. C'est vrai que Twitter prend un ascendant incroyable sur Instagram, alors que on nous avait dit que c'était le grand réseau des artistes, Instagram, et maintenant, surtout pour les NFT, c'est vraiment Twitter. Donc tu confirmes cela en fait, clairement. Bah, ouais, je pense que totalement. En tout cas, c'est là où est la communauté Web3, c'est totalement Twitter. Peut-être que ça va changer dans les mois à venir. Apparemment, Instagram veut lancer leur NFT Marketplace. Mais c'est vrai que je pense que pour voir un peu ce que des gros médias, dès que les gens postent sur des NFT, ils se prennent des énormes backlash. Il y a beaucoup de hate sur les NFT. Donc, je pense qu'en tout cas, sur Twitter, quand tu es dans le bon écosystème, c'est vraiment les gens qui sont intéressés par ça. Et ouais, du coup, je pense que Twitter est vraiment la plateforme dominante au jour d'aujourd'hui. c'est hyper intéressant. On en parle régulièrement de l'importance de se construire une communauté. Effectivement, elles se rencontrent pas forcément, les communautés Insta, les communautés Twitter. Et effectivement, il y a pas mal d'artistes qui avaient tout leur réseau, leurs admirateurs, admiratrices sur Insta, et qui ne vendaient pas pour autant, et qui se mettent sur Twitter, qui construisent leur communauté, et qui se mettent à vendre en fait sur Twitter. Grâce à la technologie du NFT, on va y arriver. Donc non, non, c'est vraiment passionnant. Mais effectivement, je voulais juste revenir à la genèse de Summer. Donc tu arrives en Suède, donc la thématique de l'été s'impose, et tu décides donc d'en faire autre chose que juste les poster enfin juste faire une curation sur Instagram. Donc comment vient l'idée d'une expo, d'un livre, comment tu fais la sélection des photographes, comment ça se passe? Alors, en fait, vraiment, au départ, la collection, c'était un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelait Remember Summer. Et donc, en fait, c'est on va dire,
Donc il y avait 14 photographes dans le livre, et vraiment chaque photographe, je pense que c'est une histoire différente pour chacun. Il y a quand même beaucoup de photographes dont j'admirais le travail et qui étaient mes photographes préférés. Et après, j'ai essayé, morceau par morceau, photographe par photographe, à essayer de créer un ensemble cohérent. Et je trouve qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette collection, c'est qu'il y a ce fil conducteur de l'été, et les photographes ont tous des styles différents, les sujets sont différents, les techniques sont différentes, mais malgré tout, en fait, il y a vraiment un feeling de cohérence. Ça a été des commandes, tu leur as dit, voilà, il y a cette thématique et j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose avec tant d'images, tel format, etc. Ou tu as récupéré des images que les artistes auraient pu déjà avoir faites? C'est vraiment du cas par cas. Je sais que par exemple Cyril, c'est vraiment plus un projet, une idée qu'on a développé ensemble. Pour d'autres photographes, c'est plus un peu eux qui me présentaient des images et moi qui les aiguillais et qui essayaient de trouver le bon angle par rapport à cette idée de livre et de collection que j'avais. Donc ça dépend en fait de chaque série. Et à quel moment tu as dit, ok, maintenant j'ai un ensemble cohérent et je peux en faire quelque chose? En fait, ça a vraiment pris un peu de temps parce que du coup, en fait, la collection est sortie sous forme de livre à la base, et donc du coup, ça a pris un peu de temps de vraiment trouver le bon angle, de trouver la bonne sélection d'images, de trouver le bon enchaînement de séries, que tout soit cohérent et que tout fasse sens dans cette histoire globale qu'on voulait raconter. Et je sais pas exactement comment dire à quel point je me suis dit que c'était bon, mais je crois qu'en fait ça s'est imposé tout seul en fait. Et je pense que si en fait le truc c'est que comme ça fait tellement de temps et j'ai passé tellement d'années et d'heures à faire de la curation de photos, au bout d'un temps j'ai su que quand c'était prêt en fait. Un peu comme quand on crée une œuvre. Benjamin, Non, mais je voulais je m'adresse demander. à l'artiste. Oui, 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 effectivement, mais non, non, je voulais revenir sur le titre de l'exposition, mais je voulais entendre Cyril là-dessus, en fait. Parce que le livre s'appelle Remember Summer, ça a été un succès. Et là, maintenant, votre expo de NFT s'appelle Invincible, Invincible Summer. Et ça m'a intrigué. Je me dis, pourquoi est-ce que l'été, d'un seul coup, est passé et pourquoi maintenant il devient invincible, finalement? En fait, ça vient d'une phrase de Camus qui disait, j'ai la cité de mémoire, que en plein milieu de l'hiver, il avait trouvé en lui un invincible été. C'est dans une nouvelle de Camus qui s'appelle L'été, justement. Et on trouvait qu'il y avait quelque chose de fort dans. C'est une phrase qui, personnellement, m'a beaucoup marqué dans mon adolescence. Et il y avait quelque chose de fort dans un peu le monde dans lequel on vit, qui est un hiver un peu violent. On parlait de Mariupol tout à l'heure. Enfin, on sentait quelque chose d'assez agressif globalement dans le monde. Et cette idée que ces images-là, ces images qui sont porteuses d'une lumière, qui sont porteuses de moments de vie, c'était comme un invincible été qu'on pouvait chacun avoir dans notre cœur, et chacun avait cet invincible été en lui, et c'était un peu l'espèce d'espoir vers lequel on pouvait tendre d'une façon. Et on avait vraiment envie de communiquer cette idée au-delà du souvenir. Moi, je suis très sensible comme ça, comme Mathieu. On parlait de l'été. Moi, je suis très sensible au moment où, par exemple, l'été se termine. J'avais réalisé une série de photos qui s'appelait How the Pollen Falls, qui racontait justement le moment de fin août, début septembre, quand la lumière commence à décliner un peu et qu'on sent que c'est la fin des vacances. Et à partir du 17 août, on sent un peu que c'est bientôt terminé. Ce moment magique va disparaître, et ça le rend encore plus magique pendant les dernières semaines de vacances quand on est enfant ou adolescent. Et au-delà du souvenir, il y avait vraiment cette idée que, en plus d'être de très beaux souvenirs, l'été est une sorte d'espoir vers lequel on pouvait tous tendre. C'est difficile d'enchaîner Oui, parce que après c'est. autant de poésie. Ah oui, c'est très, très poétique, Cyril. Moi aussi, je suis sans voix, là. C'est ça. Bon, alors sans transition, moi j'aimerais bien savoir, là je vais m'adresser à Mathieu. Donc tu crées cette collection, hein, finalement, comme on crée une œuvre, vraiment. Tu en fais un livre. Et qu'est-ce qui se passe pour que ça devienne une collection de NFT? Comment tu découvres les NFT et comment tu te dis, ben voilà, il faut que ça va se rencontrer et je vais sortir une collection. En fait, j'ai un pote à moi qui s'appelle Étienne, qui habite en Suède aussi, qui est super branché
crypto et qui, en janvier 2021, me parle des NFT et des projets du type CryptoPunk, de Super Rare, de toutes ces plateformes. Et je n'étais pas du tout comment dire, au courant de ce phénomène. Et donc, du coup, à partir de janvier 2021, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à essayer de comprendre les NFT, de suivre les tendances et de comprendre ce qui se passait et d'essayer de m'y projeter. Je pense qu'il y avait un peu, comme pour beaucoup, un peu une sorte d'excitation de nerd, entre guillemets. Et ça m'a un peu rappelé un peu tous ces trucs quand j'étais plus gamin, les cartes de football, les cartes Dragon Ball Z, ça c'est plus pour le côté collectible. Mais de façon globale, je me suis dit, ok, il y a un truc vraiment qui se passe intéressant pour les artistes. Et il faut vraiment se pencher dessus. Et comme à ce moment-là, en fait, avec Cyril, on était en train de travailler, de finaliser ce projet de livre, en fait, tout simplement, la collection de photos NFT, elle s'est imposée toute seule. Oui, alors c'est bien parce que nous, on parle dans ce podcast là de plus en plus de l'année 2022, l'année de la photographie en NFT. Et je disais, j'en parlais la dernière fois, que c'est surprenant que les photographes ne se soient pas emparés, mais tout de suite, quoi, début 2021, de cette technologie des NFT, parce que franchement, une belle image comme ça en 2 dimensions, c'est juste parfait pour faire du NFT. Mais en fait, on a l'impression que ça vient maintenant. Donc, toi, enfin, vous deux, vous avez prévu ça depuis longtemps et vous mintez maintenant. Ça sort maintenant ou ça fait longtemps que vous mûrissez. Donc, depuis 2021, vous mûrissez ce projet ou c'est vraiment très récent? Alors, je veux juste revenir par rapport à la photo NFT. Enfin, je pense que pour beaucoup, en fait, comme au début, quand il y a eu Beeple qui a sorti son œuvre qui était vendue pour 69 millions, et tous ces trucs-là, qui étaient plus de l'art numérique, je pense que les photographes ne pouvaient pas se projeter. Et que en plus, les plateformes plus de curation comme Super Air ou Foundation, c'était pas vraiment la photo le sujet. Donc, en fait, ça a pris vraiment du temps à ce que la photo s'impose et devienne vraiment tendance comme ça l'est maintenant. Nous, je pense que cette idée de collection, on l'a depuis vraiment très longtemps. Donc, du coup, peut-être on en parle depuis avril ou on dirait peut-être presque il y a un an en fait. Et après, ça a un peu pris du temps pour différentes raisons, parce que le livre a un peu pris plus de temps que prévu. Et voilà, mais après, c'est vrai, on a vraiment pensé ça dès le moment où on était en train de finaliser le livre. Moi, je voulais revenir un petit peu sur les artistes, parce que là, on a la chance d'avoir Cyril. Est-ce que tu peux, Mathieu, nous décrire un petit peu cette collection? C'est vrai qu'il y a une vraie unité visuelle, sensuelle, qui est très marquée. Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelques images, quelques artistes? Alors du coup, il y a 10 artistes dans cette collection. Donc le premier qui ouvre la collection, c'est donc Cyril de Vignemont. Donc pour la faire, enfin Cyril, ça fait, je pense, presque 15 ans qu'on se connaît. On était un peu dans les mêmes sphères à une époque à Paris, on s'est croisés quelques fois, mais moi ça faisait longtemps que j'étais un admirateur de son travail, et je pense qu'en fait on a un peu les mêmes références, et il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Et je pense qu'en fait, il y a un peu ce film qui pour moi était super marquant, qui est Tree of Life de Terrence Malick. Et je pense que c'est un peu l'objet cinématographique qui serait le plus proche en fait de cette collection Invincible Summer. Je pense que Cyril peut un peu être d'accord là-dessus. Et après, pour les autres photographes, donc il y a Emma Hardy. Attends, peut-être, je crois que Cyril voulait dire quelque chose. Ah, Tu étais vas-y. Non, d'accord, j'étais Cyril? juste complètement d'accord avec ce que disait Mathieu. Effectivement, Malik est vraiment une référence pour ce qu'on a voulu véhiculer. Et effectivement, il y a eu de toute façon, depuis le début, avec Mathieu, comme ça, des points de contact dans nos références visuelles qui sont parfois assez amusants à constater, quoi. Oui, il y a aussi un peu l'esprit de David Lynch, je trouve, dans tes photos, Cyril. En fait, il y a effectivement ces corps, Dans le travail sur le corps, oui, peut-être, ouais. ce travail sur le corps, ouais, exactement. En tout cas, et puis sur la lumière, bon, ça c'est vrai, en tout cas, l'idée de toujours cette lumière traversante, qui n'est pas forcément celle du soleil, puisqu'il y a aussi des ampoules, des lampes. Donc je trouve ça amusant de dire on fait un travail sur la lumière, mais tout le monde pense au soleil, mais en fait, pas forcément. Il peut y avoir un travail intérieur sur la lumière. Ben, en l'occurrence, on a appelé la série, enfin le livre s'appelle, enfin pardon, la collection s'appelle Invincible Summer, mais ma série au sein de la collection s'appelle In Summer's Arms, parce qu'il y avait l'idée d'être dans les bras du sommeil, comme ça, dans le fait de s'endormir et d'être dans un état un peu flottant. Et la série s'ouvre par
Evita, la fille qui dort au soleil, enfin on sent la lumière du matin sur elle qui commence à arriver, et elle se termine dans la nuit, endormie, nue sur un canapé. Il y a vraiment cette idée où on est entre le rêve et la réalité, le travail sur le corps, effectivement, comme tu le disais, et le travail sur la lumière qui nous guide un peu d'une image à l'autre. Et alors Mathieu, si tu veux nous parler un peu d'œuvres d'autres photographes, comment les autres ont traité le sujet? Alors c'est vraiment, toutes les séries sont vraiment super différentes. Il y a un peu des séries qui sont plus documentaires, d'autres qui sont plus, on va dire, cinématographiques. Donc par exemple, on peut parler de la série d'un photographe espagnol qui s'appelle Javier Castan, qui en gros, ses photos ont été prises pendant un séjour au Japon. Mais en fait, je trouve que son style, qui est assez documentaire dans cette série-là, alors que c'est plutôt un photographe de mode normalement, et en fait, il a une approche en plus de la photo où comment dire, c'est un peu un truc technique, mais en gros, il print ses photos sur du papier en couleur. Donc c'est un peu un truc vraiment la chaîne totale de la photographie. Et donc du coup, ça donne vraiment cet aspect un peu, on va dire, hors du temps de ces photos, même si elles ont été prises il y a 1 ou 2 ans. Et je trouve qu'en fait, voilà, c'est vraiment ce côté documentaire qui est intéressant. Il y a Vicky King, qui est une photographe montante anglaise, qui nous partage un peu pareil, ses vacances un peu en Europe, avec différentes photos qui sont pareil, un univers assez personnel, un mélange de lumière et de poésie. Euh, et enfin, il y a Chad Moore, qui est, on va dire, un peu le nouveau Ryan McKinley américain, qui est un peu. D'ailleurs, il était son assistant et qui voilà, fait du coup cette série qui est plus des photos de nuit, euh, où justement on est plus éclairé par la lumière des étoiles que par la lumière du soleil, et qui donc du coup une série un peu, on va dire, cosmique, avec des images, du rouge, des longues pauses, des ciels étoilés, qui du coup créent un ensemble assez intéressant dans la variété des séries. Est-ce que ces artistes... Ah, pardon, Léo, c'est juste pour savoir, comme on voit que leurs patronymes sont très différents, on voit qu'ils viennent d'un peu partout sur la planète, ce qui est chouette. Est-ce qu'en termes d'âge aussi et de parcours, est-ce qu'ils sont tous différents? Est-ce qu'ils ont tous des âges et des parcours différents? Alors, je pense que ils sont. Alors, il y a 3 ou 4 photographes qui sont anglais, il y en a 2 qui sont français, il doit y avoir un américain, une chinoise, et ils sont vraiment des âges différents, des parcours différents, des expériences différentes et des histoires différentes. Donc, vraiment, vraiment, c'est pas un groupe de gens qui seraient un peu tous similaires, c'est vraiment plein de gens différents qui ont voilà, une carrière très, très à eux. Et. Voilà. Moi, je voulais juste parler de la série autour de Biarritz de César Ansel Hansen, c'est ça, que je trouve fabuleuse. On a vraiment l'impression même de sentir la petite brise de Biarritz, l'odeur de l'océan, etc. C'est fabuleux. Et en plus, j'ai eu donc l'occasion de les voir, ces images, lors d'une soirée dans le 11e à Paris. Et elles étaient projetées sur des toiles géantes qui leur donnaient une sensualité incroyable. Est-ce que tu veux nous parler très rapidement de cette exposition? Ouais, tout à fait. Alors, la série, en fait, Biarritz, hein, j'en ai déjà parlé avec Cyril, mais en fait, moi qui ai grandi à Strasbourg, j'avais un peu quand j'étais gamin des rêves de surf et de vivre à Biarritz, justement. Donc, en fait, voilà, quand j'ai pensé à ce projet de livre et de série et de collection, c'était pour moi évident d'avoir voilà, une série sur Biarritz. Et du coup, César, on est en contact depuis quelques années parce que, voilà, pareil, j'aimais beaucoup son travail et que j'aimais l'univers du surf, de l'océan, etc. Et donc, ouais, on a lancé la collection où on a sous la forme d'une exposition avec l'association Les Éveillés qui font pardon, du soutien aux réfugiés. On a fait ça il y a 2 semaines dans ce lieu assez incroyable qui s'appelle le Consulat à Paris. Et, euh, et donc, du coup, en fait, les œuvres étaient exposées ou projetées, on va dire, sur des grands draps dans une pièce qui finalement avait un peu l'air d'être on va dire, une cathédrale visuelle. Et donc voilà, chaque photo défilait pendant quelques secondes et
toute l'installation visuelle est en boucle toute la soirée. Ok, alors concrètement... Ah pardon, vas-y Cyril. Il y avait dans cette idée en fait d'avoir ces immenses draps de 5 mètres par 3 sur lesquels étaient projetées les images. Il y avait cette idée de jouer aussi sur matérialité, immatérialité. C'est-à-dire que on voulait des écrans très fragiles. On voulait aussi avoir cette idée que quand tu possèdes un NFT, tu le possèdes aussi bien dans ton téléphone. Enfin, tu l'as dans ton wallet, mais tu l'as aussi bien sur ton téléphone pour le visualiser, sur l'écran de ton ordinateur, mais aussi, si tu veux, sur un drap de 5 mètres par 3 qui va donner quelque chose de très spectaculaire. Et de jouer sur comme ça, est-ce que c'est matériel, est-ce que c'est immatériel? Cette idée qu'un fichier, c'est à la fois quelque chose de complètement abstrait, numérique, et en même temps qui devient complètement concret dès que tu le projettes sur un drap au milieu d'une soirée, dans une sorte effectivement de cathédrale visuelle, comme disait Mathieu. Ouais. Donc, juste concrètement, tu parlais, Cyril, de posséder un NFT. Ça tombe bien. Je suis devant votre collection sur la plateforme Foundation. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient aller voir, ça, vous tapez foundation.app et vous arrivez sur la fameuse marketplace où on trouve Invincible Summer. Mais ma question, c'est qu'on voit toutes les photos, mais elles n'ont pas de prix pour l'instant, à part l'œuvre de Cyril, qui d'ailleurs a été achetée donc 1 Ether. Mais les autres œuvres, pour l'instant, n'ont pas de prix. Est-ce que c'est une volonté? C'est-à-dire qu'il faut, vous attendez qu'on fasse des offres, parce que je sais que sur Foundation, on peut aussi faire des offres. Est-ce qu'il y a une politique là-dessus, un peu particulière peut-être? Alors pour le moment, on prend le temps pour faire notre lancement. On veut trouver les bons collectionneurs. Et donc du coup, pour l'instant, on a juste minté et pas encore listé. Attends, c'est intéressant ce que tu dis. Tu peux développer ça? Par rapport à quoi? Le fait que tu attendes des collectionneurs, c'est-à-dire tu veux attendre qu'il y ait des contacts en Ah non, direct. non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit on attend les bons collectionneurs. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que c'est extrêmement important, surtout pour une collection comme ça, qui a beaucoup d'images, mais en même temps pas tant que ça, d'avoir des bons collectionneurs qui font partie enfin, qui sont les possesseurs de cette collection. Et que donc du coup, en fait, voilà, on veut prendre le temps de trouver les bonnes personnes qui pourront être les collectionneurs de cette collection, si ça fait sens. Euh, Concrètement, on peut pas les acheter là? Alors concrètement, si. On peut les acheter et on a déjà reçu des offres et voilà, il y a une photo qui a été vendue. Mais voilà, là, on est plus dans un travail de prospection et de discussion avec des gens pour être sûr d'avoir que les photos tombent dans les bonnes mains. Oui, non, mais ce que je comprends, ok, je comprends. Donc en fait, pour que ceux qui nous écoutent, sur Foundation, la plateforme, on peut, quand on voit une œuvre qui n'a pas de prix, ou qui n'a aucun prix affiché, on peut envoyer une proposition d'achat, donc une offre. On peut vous faire une offre sur une photo. Vous ensuite, j'imagine que vous allez checker la personne qui vous fait l'offre, voir si c'est un collectionneur réputé de NFT ou quelqu'un qui a une collection de photos, etc., etc. Tout à fait. Je vois que ce sont uniquement des pièces uniques. C'est rare pour la photo. C'est Tu veux dire pièce unique du 1 par 1, enfin d'édition ouais, de. c'est ça. Alors je sais, alors c'est intéressant comme sujet. Je sais que en photo, le concept d'édition est devenu plutôt populaire. C'est récemment, et je sais pas si vous avez vu ce week-end la photo ou plutôt le drop de cet américain qui s'appelle Drifters, qui a fait un drop où en gros il a vendu 10 000 photos en fractionné d'une seule photo pour genre 6 ou je sais pas 7 millions de dollars. Mais nous, vraiment, ce qu'on voulait, c'est faire de la one par one, parce que en gros, je pense que moi, je suis pas encore convaincu moi de l'édition en photographie. Pourtant, traditionnellement, c'est quand même le médium du multiple, par essence. On est d'accord, mais donc du coup, ça a remis en cause un peu du coup le principe même des NFT, Eh, ou en tout cas dans ce domaine de l'art.
C'est intéressant ce que vous dites. J'aimerais avoir la vision de Cyril, parce que Cyril, tu as exposé dans des musées, à PS1, etc., donc dans des grandes institutions d'art contemporain. Quel est ton sentiment là-dessus? Le sentiment de tes collègues artistes aussi, enfin photographes, je veux dire. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait, en général en photo, on peut aller jusqu'à 8, disons, enfin on peut aller beaucoup plus, mais jusqu'à 8, c'est la norme. Et est-ce que sur les 1 sur 1 au NFT, ça te semble bien, enfin, ta vision, quoi? Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que je crois qu'effectivement, la photographie, il y a toujours eu, par rapport aux autres arts, ce problème et cet avantage de la reproductibilité des images. À partir du moment où on a le négatif, on peut en faire plusieurs et donc on décide de façon un peu arbitraire. Par exemple, mes tirages à moi, c'est toujours sur 6, plus de tirages d'artistes, mais il y a quelque chose qui fait que l'œuvre n'est pas complètement unique et c'est quelque chose que j'ai toujours regretté. Peut-être parce que j'ai beaucoup été influencé par la peinture initialement, enfin j'ai vraiment plutôt de la peinture, et du coup il y a quelque chose que je trouve toujours un peu dommage dans l'idée qu'il y ait plusieurs éditions d'une photo. Après ça, c'est comme ça que fonctionne le marché, c'est comme ça que fonctionnent aussi mes tirages, parce que ça c'est des choses qui se règlent avec les agents. Mais je trouve que au contraire, le fait de maintenant avoir cette propriété qui est une propriété absolue et sur une image, sur une, ça a un vrai sens parce que c'est parce qu'elle est unique qu'elle a aussi de la valeur, je trouve, en tout cas en photographie. C'est le fait d'avoir enfin ce format-là, je pense, peut donner à la photographie, qu'elle soit en NFT ou en physique, un nouvel essor. Oui, pour autant que le photographe respecte le souhait. Enfin, quand il dit 1 sur 1, par exemple, il y a des photographes qui vont après minter la même photo sur une autre plateforme. Et donc ça, c'est extrêmement dommageable et toute la communauté surveille les artistes en s'assurant qu'une œuvre ne soit pas sur plusieurs plateformes en même temps, évidemment. C'est aussi pour C'est ça que... exactement la même chose c'est dans mal, le. ça. Excuse-moi. C'est exactement la même chose dans le monde de l'art contemporain. Ouais. Je peux vous dire que dans le monde de l'art contemporain, un photographe qui fait ça est fini dans la minute où ça se sait. Donc je pense qu'il arrivera à court terme la même chose à ceux qui s'amuseraient à ce jeu-là dans l'univers Web3. Après, c'est vrai que il y a aussi le problème aussi des mints entre guillemets illégaux. Je sais que j'ai vu ce week-end un post sur Instagram où en fait une artiste de Singapour, mais qui est malaisienne, qui s'appelle Zonglin, qui est une photographe qui est devenue assez importante les dernières années. Et en fait, elle est totalement contre les NFT. Et en fait, il y a un petit malin qui s'est amusé à minter ses photos sur OpenSea. Ah oui, mais ça, c'est un problème beaucoup plus global. OpenSea Voilà. a reconnu que un nombre incalculable d'images sont des images volées. Donc, mais ça, nous, on alerte à chaque fois dans ce podcast pour dire, faites très attention à qui vous achetez, comment, checkez l'artiste, allez voir qui il est, ce qu'il fait, quitte à le contacter même sur Twitter ou Instagram en s'assurant que ce soit bien lui qui ait minté ce NFT. Ça, bien sûr, la blockchain ne va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité, loin de là, et les gens profitent de ça. Mais tu as raison, c'est vrai que Mathieu aussi, j'ai remarqué que la communauté NFT était extrêmement attentive, et sur Discord, sur Twitter, dès qu'il y a un artiste qui s'amuse à jouer un peu avec le feu, il est immédiatement recadré, et nul doute que les artistes qui veulent durer dans les NFT vont respecter ce genre de choses. Ouais. Cyril, tu voulais dire quelque chose? Non, je pense qu'il y a de toute façon, il faut arriver dans ce monde-là. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cet univers. C'est comme on a la chance de participer à quelque chose que c'est assez rare, je pense. Enfin, ça se produit peut-être tous les 20 ou 30 ans maximum, des changements aussi forts. Je pense que le Web3 et les NFT dans le monde de l'art sont vraiment un changement de paradigme. En résumé, c'est quelque chose qu'on a déjà partagé comme idée avec Mathieu, c'est que depuis les Grecs, on nous explique que ce sont les atomes, la brique de base de l'univers. Soudainement, on est en train de découvrir une nouvelle brique qui est, en résumé depuis quelques années, les octets et les pixels. Là, on se trouve un moyen de construire des choses, c'est le concept de la blockchain, enfin de minter dans ces nouvelles briques.
Et ce changement de monde, quasiment, apporte tellement de choses qu'il faut y aller, je pense, d'une façon assez enthousiaste et innocente. Et les gens qui iront juste en trichant ou en voulant juste faire une incursion dans le monde des NFT avant de repartir ailleurs, un peu comme on vient faire un hold-up, à mon avis, seront assez rapidement rejetés. Ouais, on est tout à fait d'accord. Oui, Benjamin? Oui, j'ai une question pratique pour Cyril. J'ai vu que sur OpenSea, il y a pas mal de photographes qui proposent ce qu'on appelle les unlockable content, c'est-à-dire que la personne qui achète le NFT a droit de télécharger un fichier TIFF ou un PNG, disons un fichier haute définition de la photographie. Je pense que vous, Foundation, ne vous permet pas de le proposer. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisages pour un acheteur de ton NFT, de lui envoyer un fichier haute définition qu'il puisse zoomer dans l'image, par exemple? Eh bien, écoute, justement, j'ai trouvé que c'était très important qu'on puisse avoir une perception de l'image différente. Parce que tu n'as pas ta photographie sur ton mur, dans ton salon ou ta chambre. Tu l'as autrement. Donc, la façon dont tu vas pouvoir la percevoir, il faut qu'il y ait aussi des avantages. Parce que tu n'as pas l'avantage de la voir comme ça physiquement, d'avoir un beau tirage chez toi. Donc, moi, j'aimais bien l'idée qu'on puisse, par exemple, rentrer complètement dans l'image. Les photographies que je fais sont toujours faites en argentique. Et donc il y a le grain, il se passe des choses, des réactions qui sont vraiment de l'ordre de la chimie pure. Et ces réactions, seuls les photographes les voient parce qu'il faut, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une photo, en quelque sorte, il faut pouvoir zoomer indéfiniment dedans et avoir des fichiers de très haute résolution, des scans de très haute résolution que tu ne peux pas voir. Et quand tu as un tirage, tu ne peux pas le voir parce que tu ne peux pas t'approcher suffisamment près, ton œil ne te permet pas d'accommoder suffisamment près. Et donc, on a pris la décision, nous, d'avoir des NFT sous forme de PNG de haute définition. Ce qui fait que quand tu achètes, quand tu deviens l'acquéreur d'un des NFT de la collection, tu as vraiment une photo de très haute définition où tu peux t'enfoncer dans l'image et la voir comme tu n'aurais jamais pu voir une image si tu étais contenté d'acheter un tirage physique. Effectivement. Effectivement. Cyril, tu travailles encore à l'argentique? Oui, absolument. Ok. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la chimie même du film d'assez passionnant et j'aime aussi beaucoup le fait de faire des images, ce moment un peu magique où tu ne sais pas ce que cela va donner à la fin, surtout si tu travailles dans des conditions un peu particulières, face au soleil ou avec peu de lumière. Tu ne sais pas quel sera le résultat. Cette espèce de moment un peu clé, il y a par exemple dans la série un papillon. Je voulais absolument qu'on ait un papillon dans la série d'images parce que j'avais un souvenir d'une sensation. La série raconte en résumé ma première histoire d'amour quand j'étais adolescent. Et je me souvenais d'avoir tenu un papillon dans la main. Et quand on tient un papillon dans la main, il y a comme ça les ailes, enfin l'espèce de truc très délicat qui se passe sur la paume. Et en même temps, on sait que le fait de le toucher, et ben c'est peut-être sa fin à lui. Donc il y a quelque chose d'assez terrible, de fugacité comme ça de l'existence, un truc à la fois sensuel et en même temps dont on sait que c'est extrêmement fugace, qu'on peut rapprocher de la photographie. Et là, le papillon, en l'occurrence, il était posé sur une surface réfléchissante. Et je me suis approché de lui vraiment très très doucement avec mon appareil argentique donc. Et il s'est envolé au moment où j'ai pris la photo. J'avais pas le temps d'en faire plusieurs. Il y a un bruit aussi quand on travaille avec de l'argentique, enfin le bruit du déclencheur. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant parce que en fait, ce qu'on voit dans l'image, c'est un peu abstrait si on voit pas l'image évidemment. Ce que l'on voit dans l'image, c'est le reflet du papillon et on voit le papillon lui-même en train de s'envoler. Le reflet est resté net parce que ça s'est vraiment joué sur un millième de seconde. Le reflet est resté net alors que le papillon était déjà loin. La magie de l'argentique. Je vois que l'heure tourne déjà. S'il y a Ah, on demande dans le chat. Je crois vous pouvez poser votre question en direct si vous voulez. N'hésitez pas à lever la main pour intervenir. Euh, Il y a une question dans le chat qui aurait pu être posée en direct sur quel format, quel film.
Quel format 24-36, c'est des films essentiellement des portraits 160 et des portraits 400 de chez Kodak. Ce n'est absolument pas intéressant. Je crois que la technique n'est absolument pas le sujet en général. On peut en parler comme ça, mais dans le fond, la technique, c'est pas le sujet. Et là, on a parlé de l'argentique. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est quand les gens regardent les images, c'est pas du tout, c'est qu'ils ressentent l'émotion du papillon. C'est pas qu'ils sachent que ça a été pris avec un Leica en argentique. Certes, mais Encore moins, peut-être que c'est de la pellicule Kodak. Mais pourquoi pas, quoi. Je crois certes, que mais c'est. la technique est une contrainte avec laquelle l'artiste travaille quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est pas c'est un sujet en soi quand Oui, même. oui. Non, mais c'est un vrai sujet. Mais pour moi, ça n'est jamais vraiment le sujet. Enfin, il y a un côté. Je tiens, par exemple, à mes appareils photo et tout ça, mais ils ne sont jamais vraiment le C'est sujet. un moyen et pas une fin. Exactement. Mathieu, tu voulais intervenir? Non, je voulais dire, je crois que cet aspect technique, et je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, Cyril, mais je pense que c'est quelque chose qui passionne les photographes, de savoir quel est l'appareil photo utilisé, quel est le film utilisé, etc., etc., quoi. C'est vraiment quelque chose que les gens adorent et adorent savoir. Oui, comme les gens qui sont passionnés des NFT adorent savoir sur quelle blockchain, sur quelle plateforme, avec quel type de smart contract, etc. hein. C'est des passions. Bon, j'avoue, moi aussi, je me pose toujours les questions. Quand je regarde des photos, j'ai envie de savoir comment c'est fait. Ah, Mais le choix de la plateforme NFT, Lucie et Léonore, tu as raison, c'est vrai qu'on se passionne pour ça, mais c'est aussi un choix artistique, parce que vous avez choisi Foundation, c'est pas un hasard, c'est quand même la plateforme qui émerge comme étant la plus arty, en tout cas la plus proche des créateurs. Par exemple, sur la Foundation, on ne voit jamais de collectibles, de petites têtes de lapin ou de singes ou de CryptoPunk, par exemple. On est plus papillon que lapin, nous. belle Excellent. réponse. Euh, je vais vous poser quelques petites questions rapides pour finir la room avant de laisser la parole à Florent. Alors, je vais me tourner vers Cyril plutôt. Est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, comme ça, au débeauté? Comme ça, au débeauté, pas forcément évident. Pas Dans ce que j'ai forcément pu voir, photographe, ce que j'ai pu voir en NFT pas récemment, forcément il y a NFT. il y a la série Méridiane de Matt Delorio, auquel je pense spontanément. Je ne sais pas si vous avez vu, je trouve ça très beau. Méridiane Très réussi. Oui, de... Matt Delaurier. Matt. Je ne sais pas si vous voyez. Sinon, non, moi j'ai été vraiment beaucoup influencé par la peinture. Donc, sinon, dans les peintres, Ouais, en mettons, peintre. contemporains vivants, je sais pas, je dirais par exemple Francesco Clemente. Ok. Oui, je dirais eux deux, spontanément, juste comme ça. Ok. Deuxième question, je vais la poser à tous les deux. Est-ce que vous êtes collectionneur de NFT, Mathieu? Bon, à titre personnel. Écoute, à titre personnel, pas encore. Je suis en train de réfléchir et de voir un peu l'angle de ma collection. Je passe pas mal de temps justement à me projeter, mais j'ai pas encore fait d'achat NFT pour le moment. Hey. Et Cyril? J'ai un énorme problème avec la possession. Mais peut-être que je vais réussir à passer par-dessus grâce au NFT parce que je pense que c'est parce que les possessions sont matérielles. Par exemple, je vis dans un appartement qui est assez grand avec plein de murs blancs et il n'y a pas une photo ou un tableau ou quoi que ce soit dessus. Et pour être totalement honnête, il n'y a pas beaucoup de meubles non plus. Il y a un lit et deux fauteuils et une télévision par terre dans d'autres pièces sur un appartement un peu grand. Mais je pense que je vais peut-être réussir là. Je me dis qu'un wallet, c'est pas exactement la même chose, donc peut-être que les NFT vont me réussir à résoudre mes problèmes psychologiques. Avec la Enfin, une partie en tout possession. cas. Génial. Très intéressant, parce que quelque part, le NFT, c'est vraiment la collection de la possession, puisque on ne possède pas le fichier, enfin, on achète le principe même de posséder. Donc, grosse révolution perspective, Cyril. Et enfin, je vais vous poser la question à tous les deux. Quel invité vous aimeriez écouter dans ce podcast, après vous? Mathieu, par exemple. Artemore. Je sais pas si vous voyez qui c'est un collectionneur français NFT. Ouais, je crois qu'il est il est Il est déjà déjà passé? intervenu en première saison, ouais. Ah, Benjamin et Florence, si vous voulez me... c'est ça. Mais Brian est intervenu à l'été dernier. On n'enregistrait pas à l'époque
le podcast, ou alors peut-être c'est le numéro 1 ou 2, je ne sais Bon, plus. après, il a beaucoup de choses à dire, on pourrait le réinviter. Sinon, moi aussi, une autre idée. Alors, c'est les deux mecs qui sont français qui ont fait Makeaverse, qui était un projet super hype il y a 7, 8, 10 mois. Donc, plus un truc de collectible en mode un peu robot japonais, tout ça. Et leur projet vraiment a explosé quand c'est sorti. Puis après, ça c'est un peu, je crois, Ouais, c'est un peu redescendu. c'est ça. Ok, Et mais ce serait intéressant effectivement de les écouter. Un peu ouais. moins art, mais effectivement, expérience intéressante. Et toi, Cyril? J'ai vu la série Pigment d'Ariane Brito, donc je me dis que j'aimerais bien l'entendre en parler. Voilà, spontanément, ça me vient comme ça. Ok, je note, je note. Mais j'écouterai Artemore avec qui j'ai un tout petit peu échangé lors de la soirée de lancement Ouais, sacré de Brian. Invincible Summer. Mm, Et j'aimerais beaucoup, beaucoup l'entendre parler parce qu'il a l'air d'être assez passionnant. absolument, je confirme. Eh bien, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Florent pour notre nouvelle chronique du mot crypto. Pour un peu faire de la pédagogie. On n'a pas, enfin, certains de nos auditeurs, nos auditrices découvrent les NFT par l'art, donc on essaye de vraiment expliquer, éduquer, partager. Donc je te laisse la parole, Florent, pour le mot crypto de la semaine. Ben, merci beaucoup Léo et merci beaucoup à vous deux du coup pour cette super room. J'ai pas pu entendre toutes les réponses malheureusement, mais je vais réécouter au montage. En tout cas, dans la photographie, comme dans beaucoup d'œuvres, d'autres types de formats numériques, il y a un élément qui est important, notamment dans le NFT, c'est les métadatas, qu'on traduit en français par métadonnées. Et en fait, c'est un des deux composants importants dans le NFT. Dans le NFT, vous avez les smart contracts. Donc, si on doit traduire, c'est le contrat intelligent. Donc, c'est le code informatique qui sécurise en fait et qui crée votre token non fongible avec les règles de non fongibilité, etc. Et tout ce qui va donner son caractère unique à ce NFT, outre le smart contract, c'est les fameuses métadatas. Du coup, c'est métadonnées. Donc, ça va être le titre, le fichier, le JPEG et toutes les informations en fait qu'on veut rajouter. Donc, c'est un élément important et on n'en parle pas assez. Et si on revient à l'étymologie, c'est assez intéressant aussi, je trouve, le mot metadata, parce que du coup, c'est des datas, c'est des données qui vont vivre au-delà juste du médium et qui vont permettre notamment, à travers ce standard qui est le NFT, de transférer toutes ces données dans cet identifiant unique. Je ne sais pas si c'est très clair, si j'ai vraiment démocratisé, mais voilà, je l'ai fait sans notes. Il y avait quand même N'hésitez pas à encore me des dire. mots compliqués. Ok. Peut-être qu'on pourra demander sur Twitter si on va faire des petits sondages Est-ce que de, c'était clair? de qu'est-ce qu'on veut comme mot. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, Léo, parce on a été discret sur Twitter, mais on a passé les 1000 abonnés. Donc, merci à tous, parce que ça fait très, très plaisir. Bravo. Et ouais, c'est juste le début, donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit giveaway. On n'a pas trop parlé encore avec tous les événements qui se passaient. Mais voilà, il faudrait qu'on se cale, Benjamin et Léo, pour aussi les giveaways des 1000 Voilà. Et ben followers. parfaite transition parce que je crois que nos invités sont OK pour soutenir le podcast et offrir un giveaway à nos auditeurs et nos auditrices. Et ce sera un giveaway physique, si je ne m'abuse. C'est bien ça, Mathieu? Tout à fait. Donc, on est ravis d'offrir comme giveaway notre livre Remember Summer. Donc, un livre hardcover de 200 pages qui est le projet initial de la collection. Waouh, Ouais, trop bien. génial. Une première, Donc, donc c'est génial. Donc, si vous Merci beaucoup. voulez, je peux vous envoyer des images via Twitter du livre, et comme ça que vous pouvez utiliser pour faire le giveaway sur Twitter. génial. Et, Florent, donc, et une fois que pour, le gagnant sera trouvé, je pourrais m'occuper de faire l'envoi. Trop bien. Ben écoute, avec plaisir. On va essayer de pas te faire gagner des Canadiens, du coup, pour pas que ça vous coûte un bras. Mais, euh, mais en tout cas, merci beaucoup. Ben, c'est une première, donc ça fait plaisir. Et on va voir. Je pense que les gens
seront intéressés aussi de sortir juste des NFT et de commencer à augmenter leur collection de livres potentiellement. Donc merci beaucoup. Merci infiniment. Il est 19h01. Vraiment, c'était passionnant. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Cyril. Merci pour l'invitation. Je vous invite tous à les découvrir sur Foundation. On remettra le lien sur Twitter et dans le résumé du podcast. Je vous invite tous vraiment à aller voir les œuvres de la collection. C'est splendide. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. L'art du NFT.